Bonjour! Aujourd'hui, on va continuer notre série autour de l'algèbre linéaire. La dernière fois, on avait vu le polynôme caractéristique, les valeurs propres, et que toute matrice complexe peut s'écrire sous forme triangulaire supérieure. Elle est trigonalisable. Aujourd'hui, on va voir qu'on peut faire bien mieux. Pour une matrice complexe, on peut lui donner une forme standard, une forme canonique, qu'on appelle la forme de Jordan. Et ça permet notamment de savoir quand est-ce que deux matrices sont semblables. Ça sera le cas si et seulement si ils ont la même forme de Jordan. En plus, sur le chemin, on va faire un peu de topologie, on va voir pas mal de théories autour des polynômes, et on va généraliser le concept de vecteur propre. C'est une vidéo de niveau licence en mathématiques. Comme toujours, le montage est fait par Eve, et si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir sur Liberapay ou sur Tipeee. C'est parti. On va considérer un espace vectoriel V de dimension n sur les nombres complexes C. Autrement dit, si on fixe une base, V va devenir isomorphe à C puissance n. Et puis, on va considérer un endomorphisme grand M, qu'on va considérer souvent comme une matrice, en utilisant cette correspondance entre matrice et endomorphisme. Je vous rappelle qu'un nombre complexe lambda est appelé valeur propre de M s'il existe un vecteur non nul qui est solution à l'équation mv égale lambda v. Et l'espace de toutes les solutions à cette équation, qu'on note E lambda de M, est appelé espace propre. C'est l'espace propre de la matrice M associée à la valeur propre lambda. Commençons par l'observation suivante. Quand vous avez deux matrices M et N qui commutent entre elles, alors les espaces propres de M sont stables par N. Pour le prouver, on va prendre un vecteur V dans E lambda de M, et on veut démontrer que quand on applique N à ce vecteur, on se trouve toujours dans cet espace propre. Pour démontrer ça, on va appliquer M, on utilise que M et N commutent, on utilise que V est une solution à mv égale lambda v, et puis, comme lambda est un scalaire, on peut le sortir. Et du coup, vous voyez que nv est aussi solution à cette équation. Du coup, est un élément de cet espace propre. Bien sûr, cette observation est symétrique en M et N, c'est-à-dire les espaces propres de N sont aussi stables par M. Et c'est dans ce sens-là qu'on va utiliser cette observation. Dans la suite, on va bien choisir la matrice N, telle qu'elle commute avec M, et telle qu'il existe un sous-espace propre de N qui sera simple. Et comme cet espace propre est stable par M, on peut l'utiliser pour décomposer M en blocs. Petite remarque, quand vous avez deux endomorphismes qui commutent, alors vous pouvez les trigonaliser simultanément. Mais aujourd'hui, on va faire mieux que trigonaliser. Alors comment faire pour trouver des matrices qui commutent avec une matrice donnée? Un premier choix évident, ce serait de prendre n égale m. M commute avec elle-même, mais c'est pas très intéressant. Un autre choix, c'est de prendre n égale m carré, parce qu'en effet, m fois m carré, c'est m3, et du coup c'est égal à m carré fois m, histoire d'associativité. Plus généralement, vous pouvez prendre n'importe quelle puissance de m puissance k, parce que de la même façon, le produit c'est juste m puissance k plus 1. Et enfin, on peut combiner ces exemples ensemble en faisant des combinaisons linéaires. On peut choisir pour n un polynôme évalué en m. P de m, où P est un polynôme sur C. Prenons un petit instant pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. P c'est un polynôme, il y a une inconnue x, et puis on remplace cette inconnue par la matrice m. On sait comment multiplier les matrices, on sait comment les additionner, et on sait comment les multiplier par un scalaire. Du coup, cette expression P de M a bien un sens. Encore plus généralement, si vous avez deux polynômes P et Q, vous l'évaluez en M, ces deux matrices que vous obtenez, elles vont commuter entre elles. Parce que multiplier Pm avec Qm, c'est la même chose que de d'abord multiplier les deux polynômes, et puis l'appliquer à M. Or, la multiplication de deux polynômes est commutative, et du coup on peut dire c'est égal à Q de M fois P de M. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on a trouvé toutes les matrices qui commutent avec M? En général, la réponse est non. On pourrait trouver d'autres matrices qui sont pas de la forme P de M, qui vont commuter avec M. Mais l'ensemble des matrices, tel que l'ensemble des commutants, est égal à l'espace des polynômes en M, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des matrices régulières. En fait, c'est un espace dense dans l'espace des matrices. Cet espace, notamment, contient toutes les matrices à spectre simple, c'est-à-dire les matrices dont le polynôme caractéristique est à racine simple. Dans cet espace de tous les polynômes appliqués à M, il doit y avoir pas mal de redondance. Comme c'est un espace de dimension infinie, or on travaille en dimension finie. Si je considère la suite identité M, M carré, M3
etc., donc les puissances de M, au bout d'un moment, cet ensemble de matrices va être linéairement dépendante. Or, les matrices, ça forme un espace vectoriel de dimension n carré. Du coup, on sait qu'on va avoir une combinaison linéaire au plus tard quand on arrive à m à la puissance n carré. Mais en fait, il se trouve qu'on va avoir une relation beaucoup plus tôt. C'est le fameux théorème de Cayley-Hamilton. Avant cela, rappelons rapidement le polynôme caractéristique. C'est un polynôme qui aime de x et qui est défini comme le déterminant de x fois l'identité moins m. Comme on travaille sur C, on peut le décomposer, donc c'est un produit de x moins lambda i à la puissance mi, et les lambda i, ce sont exactement les valeurs propres, et les mi, c'est leur multiplicité. Le degré du polynôme caractéristique, c'est égal à n, la dimension de l'espace vectoriel. Alors le théorème de Cayley-Hamilton va simplement énoncer que quand vous appliquez le polynôme caractéristique qui m à m, vous allez obtenir 0. Comme le polynôme caractéristique est de dimension n, ça nous donne une combinaison linéaire non triviale entre l'identité m, m carré, etc. jusqu'à m puissance n. Quand on voit cette équation, on a l'impression qu'elle est triviale, qu'elle est évidente, parce que qui m, par définition, c'est x identité moins m, donc si je remplace x par m, on obtient m moins m, donc c'est 0. Et déterminant de 0, c'est 0. Malheureusement, cet argument est faux, simplement parce que le x dans cette équation, c'est un scalaire. C'est très important, on ne peut pas le remplacer par une matrice, parce que sinon, on va avoir une matrice avec des entrées qui sont elles-mêmes des matrices, et ça c'est un concept qu'on n'a pas défini. Pour donner un exemple concret, on peut considérer cette matrice, 3, moins 1, 1, 2. Son polynôme caractéristique est donné par x carré moins 5x plus 7, du coup, le théorème de Cayley-Hamilton va affirmer que m carré moins 5m plus 7 fois l'identité est égal à 0. Ce que vous pouvez vérifier facilement à la main. Alors la preuve du théorème de Cayley-Hamilton est assez chouette, parce qu'il fait intervenir la topologie, en particulier la densité des matrices diagonalisables. La première étape, c'est de considérer une matrice diagonale. Donc, les entrées de la matrice, c'est les lambda i, les valeurs propres, et du coup, son polynôme caractéristique, c'est le produit des x moins lambda i. Donc si j'évalue ce polynôme en m, je vais avoir un produit de matrices diagonales. Or, multiplier deux matrices diagonales, c'est juste multiplier entrée par entrée les éléments sur la diagonale. Or, pour chaque entrée, dans ce grand produit, il y aura un facteur 0. Du coup, vous multipliez quelque chose par 0, vous obtenez 0. Et ça, c'est vrai pour toutes les entrées, c'est-à-dire la matrice finale va être la matrice 0. Deuxième étape, maintenant on considère une matrice diagonalisable. C'est-à-dire on peut l'écrire comme P, D, P inverse, où D est une matrice diagonale. Alors, conjuguer une matrice ou conjuguer une matrice à une certaine puissance, ça commute. Et du coup, évaluer qui m en m, c'est en fait la même chose que de conjuguer qui m évalué à d. Or, qui m, c'est la même chose que qui d. Le polynôme caractéristique est invariante par conjugaison. Et on vient de voir que qui d de d est égal à 0. Enfin, troisième étape, prenons maintenant une matrice générique. Comme les matrices diagonalisables sont denses dans l'espace de toutes les matrices, on peut approcher cette matrice M par une suite M indice L de matrices diagonalisables. En particulier, le polynôme caractéristique associé à Mn va tendre vers le polynôme caractéristique de M, c'est-à-dire la différence de la norme sup des coefficients va tendre vers 0. Alors, on voit que le polynôme caractéristique de M appliqué à M, c'est en fait la limite de qui Mn appliqué à Mn. Or, qui Mn appliqué à Mn, c'est 0, donc quand on passe à la limite, ça reste 0. C'est QFD. Petite remarque, comme les nombres réels sont inclus dans les nombres complexes, le théorème de Cayley-Hamilton est également vrai sur R. D'ailleurs, il est vrai dans un cadre assez général. Dans ce qu'on vient de faire, subrepticement, on est passé de l'étude de la matrice M à l'étude des polynômes appliqués en M. Un avantage à ça, c'est qu'au lieu de parler de vecteurs propres, on peut simplement parler de noyaux. Donc, V, c'est un vecteur propre de M, si seulement si V est dans le noyau de M moins lambda d'identité. Et du coup, on peut se poser la question, comment on peut décrire le noyau de P de M plus généralement? Et la réponse est donnée par le fameux lemme des noyaux. Considérons deux polynômes P et Q qui sont premiers entre eux, en tant que polynômes. Alors le noyau de PQ appliqué à M, c'est le noyau de P appliqué à M, plus le noyau de Q appliqué à M. La preuve se base principalement sur le lemme de Bézout dans l'espace des polynômes. Premièrement, on va vérifier que le noyau de P de M est bien inclus dans le noyau de PQ de M. Pour cela, prenons un vecteur dans le noyau de P de M, et appliquons PQ de M à ce vecteur. Comme PQ de M, c'est P de M, Q de M, mais aussi Q de M fois P de M, on voit que ça s'annule, donc on obtient bien 0. Et ce serait exactement le même argument pour montrer que le noyau de Q de M est inclus
dans le noyau de P, Q de M. Pour l'inclusion réciproque, on va utiliser le théorème de Bézout, qui va nous donner deux polynômes A et B, tels que A fois P plus B fois Q égale à 1. Alors au niveau matriciel, ça veut dire que A de M fois P de M plus B de M fois Q de M égale à l'identité. Donc prenons un vecteur qui est dans le noyau de PQ de M et appliquons cette identité. Donc V va s'écrire comme A de M, P de M de V plus B de M, Q de M de V. Et on va montrer que la première partie, c'est un élément du noyau de Q de M, tandis que la deuxième partie est un élément du noyau de P de M. Ainsi, on aurait décomposé V comme une somme de deux éléments des deux noyaux associés à P et à Q. Prenons le premier terme et appliquons Q de M. Comme chaque facteur commute, on peut faire passer le Q de M à travers les deux autres, et on va avoir P fois Q de M appliqué à V, qui par définition est 0. Donc on a bien montré que la première partie est un élément du noyau de Q de M. Pour finir la preuve, il nous reste à démontrer que ces deux noyaux sont bien en somme directe, c'est-à-dire que leur intersection est nulle. Pour cela, à nouveau, on va utiliser Bézout. On va prendre un vecteur qui est dans l'intersection, et on va appliquer cette identité qui vient du lemme de Bézout à ce vecteur. Or chacun des termes s'annule, et du coup on obtient que V égale à 0. C'est QFD. En utilisant une récurrence, on peut assez facilement généraliser le lemme des noyaux à plusieurs polynômes. Si j'ai des polynômes P1, P2 jusqu'à PS qui sont 2 à 2 premiers entre eux, alors le noyau du produit des polynômes appliqués à M, c'est une somme directe des noyaux des PI appliqués à M. Maintenant, la magie va commencer. On va simplement combiner le lemme des noyaux avec le théorème de Cayley et Hamilton. Et on va voir ce qui va arriver. Comme on travaille sur les nombres complexes, le polynôme caractéristique, il est scindé. C'est un produit x moins lambda i puissance mi. Dans ce produit, pour trouver des facteurs premiers entre eux, on va simplement considérer chaque valeur propre une à une. C'est-à-dire, on va poser pi de x égale x moins lambda i à la puissance mi. Ainsi, si je prends pi et pj, comme ces deux polynômes-là n'ont aucune racine en commune, ils vont être premiers entre eux. Du coup, on peut utiliser le lemme des noyaux. En plus, comme le produit de ces pi, c'est le polynôme caractéristique, et qui m de m égale à 0, le noyau de qui m de m, c'est l'espace vectoriel tout entier. Du coup, on va obtenir une décomposition de l'espace tout entier en certains sous-espaces qui proviennent du noyau de pi appliqué à m. Ces sous-espaces-là, c'est ce qu'on appelle les sous-espaces caractéristiques de m. Donc C lambda i de m, c'est le noyau de m moins lambda i à la puissance mi. Où mi, c'est la multiplicité de la valeur propre lambda i. Ces sous-espaces caractéristiques, c'est vraiment une généralisation des espaces propres. Notamment, ils contiennent l'espace propre, e lambda i de m. En effet, si j'ai un vecteur qui vérifie mv égale lambda iv, ça entraîne que m moins lambda i identité appliquée à v égale à 0, et du coup, si je mets ça à la puissance mi, ça va être d'autant plus vrai. Donc les éléments de c lambda i, ce sont des vecteurs propres généralisés. Ces espaces caractéristiques, ce sont des sous-espaces vectoriels, comme c'est le noyau d'un certain opérateur. Et en plus, ils sont stables par m. Et ça vient de notre observation du départ. Parce que m moins lambda i puissance mi, c'est un polynôme appliqué à m, donc ça va commuter avec m. Prendre son noyau, en fait, c'est prendre un de ces espaces propres. Et on a vu que quand vous avez deux opérateurs qui commutent, alors les espaces propres de l'un sont stabilisés par l'autre. En plus, la dimension d'un espace caractéristique est égale à mi, la multiplicité de la valeur propre. Une dernière propriété importante des espaces caractéristiques, c'est que si vous prenez m moins lambda i identité, restreint à l'espace caractéristique, alors vous obtenez une matrice nilpotente. Une matrice nilpotente, c'est une matrice dont une certaine puissance est égale à 0. C'est une notion qui n'existe pas vraiment pour les nombres, parce qu'un nombre puissance n égale 0 entraîne que le nombre égale à 0. Mais pour les matrices, il y a des solutions non nulles à cette équation. Par exemple, la matrice 2,2 de la forme 0, 1, 0, 0, et vous la mettez au carré, vous obtenez simplement la matrice 0. En fait, n'importe quelle matrice qui est strictement triangulaire supérieure est nilpotente. À chaque fois que vous la multipliez avec elle-même, il y aura une surdiagonale supplémentaire de 0 qui va s'ajouter. Il n'est pas trop difficile de démontrer la proposition suivante. Une matrice est nilpotente si et seulement si son spectre est réduit à 0, et ça c'est équivalent au fait que son polynôme caractéristique soit égal à x puissance n. Pour résumer jusqu'ici, on prend un espace vectoriel V, une matrice M, et alors on obtient une décomposition de l'espace V en somme directe d'espaces caractéristiques. Ces espaces caractéristiques sont stables par M, et quand je soustrais lambda i fois l'identité, on va obtenir des matrices nilpotentes sur chaque partie. Faisons un exemple très concret. Regardons par exemple cette matrice 3 x 3.
Son polynôme caractéristique est donné par x puissance 3 moins 5x carré plus 8x moins 4. On voit qu'il y a une racine qui est donnée par x égale à 1. Donc on peut factoriser x moins 1, et ce qui reste, en fait, c'est x moins 2 au carré. Donc le spectre de cette matrice est donné par 1 et 2. 1, c'est une valeur propre simple, tandis que 2 est une valeur propre de multiplicité de 2. Alors on peut calculer l'espace propre associé à la valeur propre 1, ça va être un espace de dimension 1, et en fait on peut calculer que cet espace est engendré par le vecteur moins 3, moins 8, 6. Et comme cette valeur propre est simple, l'espace propre est égal à l'espace caractéristique. Pour la valeur propre 2, il va falloir faire plus attention, vu qu'elle vient avec une multiplicité de 2. D'abord, on va calculer m moins 2 identités au carré, ce qui nous donne cette matrice. Puis on calcule son noyau. Son noyau est engendré par deux vecteurs, le vecteur 1, 1, 1 et le vecteur 2, 3, 0. Donc cet espace, par définition, c'est l'espace caractéristique, et maintenant on peut vérifier si les deux vecteurs qui l'engendrent sont en fait des vecteurs propres. Or quand on fait ça, on voit que le deuxième vecteur, 2, 3, 0, c'est effectivement un vecteur propre, mais pas le premier. Donc on voit que dans cet exemple, l'espace caractéristique est différent de l'espace propre. Il est strictement plus grand. Maintenant, on est prêt pour donner la forme canonique d'une matrice complexe, la forme de Jordan. Alors la brique élémentaire de la forme de Jordan, c'est ce qu'on appelle un bloc de Jordan, c'est une matrice qu'on va appeler JP de lambda, et ça va être une matrice de taille P fois P, avec des lambdas sur la diagonale, des 1 juste sous la diagonale, et des 0 partout ailleurs. Remarque importante, quand on met P égale 1, le bloc de Jordan est simplement réduit à une matrice 1 fois 1, qui contient que lambda, la valeur propre. Alors le théorème de Jordan va énoncer que toute matrice complexe est conjuguée à une matrice par bloc, où chaque bloc est un bloc de Jordan. Plus précisément, on va avoir d'abord un certain ensemble de blocs associés à la première valeur propre, lambda 1, puis une série de blocs associés à lambda 2, etc., jusqu'à lambda s, la dernière valeur propre. En plus de l'existence de cette forme de Jordan, elle est en fait unique à permutation des blocs près. Et cette unicité permet de déterminer si deux matrices sont semblables entre elles. On va simplement les écrire sous la forme canonique, sous la forme de Jordan, et on va comparer ces deux formes. Si elles sont égales à permutation près, alors les deux matrices sont semblables. Une remarque importante, on peut avoir plusieurs blocs associés à la même valeur propre. Même plus précis que ça, le nombre de blocs associés à une valeur propre donnée, c'est la dimension de l'espace propre de cette valeur propre. Considérons par exemple une matrice 3, 3, dont le spectre est réduit à une valeur propre, lambda. Donc sa multiplicité, c'est égal à la dimension, c'est-à-dire égal à 3, et en fait, du coup, on a trois possibilités. Soit on a un seul bloc, qui va être de la forme lambda, 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 1, 1, soit on va avoir deux blocs, donc un bloc lambda, lambda, 1, et puis un autre bloc qui est juste réduit à lambda, et le troisième cas, c'est d'avoir trois blocs, où chaque bloc est réduit à lambda, c'est-à-dire on va avoir une matrice diagonale. En général, quand la multiplicité est égale à m, le nombre de possibilités pour avoir les blocs, c'est égal au nombre des partitions de m. C'est-à-dire, c'est le nombre de manières d'écrire m comme une somme d'entiers strictement positifs. Pour faire un exemple concret, reprenons la matrice qu'on a déjà analysée tout à l'heure. On avait trouvé que son spectre était égal à 1, 2, avec 1 une valeur propre simple et 2 une valeur propre double. On avait calculé l'espace propre associé à 1, en fait qui est égal à l'espace caractéristique, et c'était engendré par le vecteur -3, -8, 6, et on avait vu que l'espace propre associé à 2 était engendré par le vecteur 2, 3, 0, et c'était strictement inclus dans l'espace caractéristique, qui lui était engendré par 1, 1, 1 et 2, 3, 0. En plus, le deuxième vecteur, 2, 3, 0, c'est l'image de 1, 1, 1 par m- de l'identité. Donc en prenant ces trois vecteurs comme les vecteurs de base, on réduit la matrice M à la forme 1, 0, 0, donc on a bien un vecteur propre associé à 1, puis on va avoir 0, 2, 1, et enfin 0, 0, 2. Donc on a bien deux blocs de Jordan, un bloc associé à 1 et un bloc associé à 2. Pour finir, on va démontrer l'existence de la forme de Jordan, parce que c'est une preuve qui est assez élémentaire. Regardons d'abord le cas d'une matrice nilpotente, c'est-à-dire une matrice dont le spectre est réduit à 0. Alors on cherche une base dans laquelle la matrice s'écrit comme une matrice par bloc, où chaque bloc est une matrice avec des 0 partout, sauf des 1 qui se trouvent juste en dessous de la diagonale. Alors on va raisonner par récurrence sur la dimension de l'espace vectoriel. Si l'espace vectoriel est de dimension 1, alors une matrice nilpotente, c'est juste un nombre nilpotent, donc c'est juste 0. Pour l'hérédité, supposons qu'on a démontré la proposition pour toutes les dimensions strictement plus petites que n. Et maintenant, on va appliquer l'hypothèse de récurrence à l'image de m.
Comme M est nilpotent, ça veut dire en particulier que M n'est pas inversible, du coup l'image de M est de dimension strictement plus petite que N. D'après l'hypothèse de récurrence, on va avoir une base qui de la forme V1, M de V1, M carré de V1, etc. jusqu'à un certain M puissance K1 de V1, et puis on a V2, M de V2, etc. jusqu'à un certain vecteur Vs, M de Vs, etc. jusqu'à M puissance Ks appliqué à Vs. Donc cette forme particulière de la base, d'avoir un vecteur, puis M fois ce vecteur, M carré fois ce vecteur, etc. c'est exactement ça qui donne le bloc de la forme 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc. Maintenant, comme tous les VI sont dans l'image de M, on sait qu'il existe des vecteurs non nuls, UI, tels que M fois UI égale à VI. Donc on peut ajouter ces vecteurs UI aux vecteurs qu'on avait déjà construits. Alors cet ensemble de vecteurs qu'on obtient, il n'est pas trop difficile à démontrer que c'est un ensemble de vecteurs libres. C'est-à-dire il n'y a pas de combinaison linéaire non triviale qui est égale à 0. Pour obtenir maintenant une base de l'espace vectoriel tout entier, on peut simplement compléter cet ensemble de vecteurs libres en une base, et les vecteurs qu'on ajoute, on va les appeler W1 tilde, W2 tilde, jusqu'à WJ tilde. Alors on aurait fini la preuve si jamais M de WI tilde est égal à 0. Mais en général, ça serait pas vrai. Mais on sait que M appliqué à WI tilde, par définition, est dans l'image de M. Donc on peut trouver un élément xi de l'ensemble des vecteurs libres qu'on avait construits auparavant, tel que M de xi égale à M de WI tilde. Du coup, je peux poser WI égale à WI tilde moins xi. Ça va être un vecteur qui est non nul, comme le WI tilde n'est pas dans l'espace engendré par les xi, et c'est un vecteur qui est dans le noyau de M, par construction. Et alors maintenant, il est assez facile de montrer que si vous prenez ces vecteurs-là comme une base de votre espace vectoriel, la matrice M va s'écrire sous la forme de Jordan. Maintenant qu'on a vu le cas nilpotent, en fait on a fait le gros du boulot. Pour le cas général, on va reprendre cette décomposition de l'espace V en sous-espaces caractéristiques. Comme les espaces caractéristiques sont stables par M, je peux restreindre M à ces espaces-là. En plus, on a vu que M moins lambda I identité, restreint à l'espace caractéristique associé à lambda I, est une matrice nilpotente. Et du coup, on peut trouver une base adaptée à cet opérateur dans l'espace caractéristique. Et comme les espaces caractéristiques sont en somme directe, on peut juste prendre l'union de toutes ces bases pour obtenir une base de l'espace vectoriel tout entier. Et alors, c'est une base dans laquelle la matrice M s'écrit exactement sous la forme de Jordan. En ce qui concerne l'unicité de l'écriture de Jordan, je vous invite à y réfléchir, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop évident non plus, c'est un bon exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tenais particulièrement à vous présenter le théorème de Jordan, parce qu'en fait, il n'est pas très enseigné en France. Il est hors programme, dans les classes préparatoires notamment. Or, c'est vraiment un théorème fondamental. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. À bientôt!